L'ADN vient s'enrouler autour d'un octamère d'histones et ces histones vont pouvoir être modifiées, ce qui va permettre le recrutement de nombreuses protéines qui vont venir réguler la structure de la chromatine et par conséquent l'activité du génome. Donc on différencie deux grandes structures de chromatine. Le chromatine qui est une structure ouverte où l'ADN va être accessible et donc actif. Elle va venir se caractériser en un enrichissement en K4-triméthyl et K36-triméthyl. Et il y a aussi l'hétérochromatine qui est une structure condensée du génome et où l'ADN y est réprimé. Donc en fait, on a deux structures au niveau de l'hétérochromatine. Une est enrichie en K9-triméthyl et l'autre est enrichie en K27-triméthyl. Donc, comme je vous l'ai dit, le chromatine, c'est la portion active du génome et c'est là où on va trouver les gènes qui sont transcriptionnellement actifs. Donc, ces gènes vont à chaque fois venir se caractériser en un enrichissement en K4-triméthylpromoteur. Et au niveau de leur gene body, on va avoir un enrichissement en K36-triméthyl qui montre l'élongation de la transcription. Donc, ces deux modifications d'histone sont à chaque fois et servent de marqueurs pour les gènes qui sont transcriptionnellement actifs. En ce qui concerne les gènes silencés, réprimés, c'est un peu plus complexe parce qu'on a différents types d'hétérochromatine. Donc, on a tout d'abord l'hétérochromatine facultative qui dépend de polycombes et qui est enrichie en K27-triméthyl. Et on a aussi l'hétérochromatine constitutive qui est quant à elle enrichie en K9-triméthyl. Cette hétérochromatine se trouve principalement au niveau des séquences répétées du génome, comme les éléments de transposition, pour les maintenir réprimés et assurer la stabilité du génome. On trouve aussi cette hétérochromatine au niveau de certains gènes. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette hétérochromatine est importante pour le maintien de l'identité cellulaire, car en effet, la perte de cette DB1, qui est une histone méthyltransférase responsable de K9-triméthyl, induit une létalité embryonnaire précoce et la perte de l'identité cellulaire. Et le mécanisme d'action par lequel l'hétérochromatine va venir maintenir l'identité cellulaire, en fait, c'est en venant réguler les gènes. Et cette hétérochromatine va venir réguler les gènes via un mécanisme spécifique qui s'appelle l'effet de position. Donc en fait, c'est quand on a un gène qui est actif transcriptionnellement et qui se trouve proche d'un locus d'hétérochromatine. Cette hétérochromatine va venir s'étaler le long de la fibre d'ADN, ce qui va venir co-réprimer le gène et par conséquent co-réprimer le promoteur et par conséquent inactiver le gène. En effet, il a été montré qu'à travers le génome, on pouvait trouver de très larges régions de K9-triméthyl qui venaient en fait empêcher la fixation de facteurs de transcription pour en fait maintenir les gènes transcriptionnellement réprimés afin d'une part d'empêcher tout processus de reprogrammation cellulaire et aussi de venir maintenir l'identité cellulaire. En effet, si on prend divers types cellulaires dans lesquels on vient inactiver l'histone méthyltransférase 7DB1, en fait, on va induire une perte de l'identité cellulaire via la réactivation de gènes aspécifiques. Comme on peut le voir par exemple dans le neurone, en fait, on va avoir une réactivation de lignages aspécifiques tels que le muscle ou le testis. Et si on regarde de façon plus précise les gènes qui sont up-régulés, en fait, par exemple dans les mouse embryonic stem cells, il n'y a qu'une très faible fraction de ces gènes qui possèdent du K9-triméthyl et la grande partie des gènes qui sont up-régulés ne possèdent pas de marque d'hétérochromatine. Ça veut dire qu'ils ne sont pas régulés et réprimés dans le wild type selon le modèle d'effet de position que je vous ai présenté avant. Donc pour l'heure, en fait, on ne sait pas encore par quel mécanisme ces gènes vont être régulés et comment l'hétérochromatine vient les réprimer. Nous, dans notre laboratoire, donc on étudie une hétérochromatine que l'on qualifie d'atypique parce que cette hétérochromatine est à la fois enrichie en K9-triméthyl et en K36-triméthyl, qui, je vous le rappelle, est une marque associée à l'élongation de la transcription. Donc, cette hétérochromatine a été identifiée dans les cellules cancéreuses humaines et elle peut se trouver sur des gènes qui sont transcriptionnellement actifs. Et nous, au laboratoire, on l'a mise en évidence au niveau des télomères de cellules souches embryonnaires de souris. Donc, cette hétérochromatine, on a montré que lorsqu'on l'a déstabilisée, en fait, elle allait induire une accumulation de petits ARN télomériques.
Donc ici, le but était d'identifier la fonction de cette hétérochromatine atypique et notamment de voir quel était son rôle dans le maintien de l'identité cellulaire. Donc pour cela, on a réalisé des chips secs de K9-triméthyl et de K36-triméthyl dans les mouse embryonic stem cells. Et conformément à ce qui est attendu, on voit que K9-triméthyl est principalement intergénique et qu'on peut trouver du K9-triméthyl de façon intragénique et notamment aux introns, puisqu'on a dedans des insertions d'éléments de transposition. Et K36-triméthyl, quant à lui, vu qu'il est associé à l'élongation de la transcription, il se trouve principalement de façon intragénique et on va le voir enrichi au niveau du corps des gènes. Cependant, nous, en fait, on a identifié des régions sur lesquelles on avait à la fois du K9-triméthyl et du K36-triméthyl. On peut avoir en fait des régions sur lesquelles les deux modifications d'histone vont se suivre l'une l'autre, ou encore des régions au niveau desquelles on a un large domaine de K36-triméthyl, au sein duquel on trouve du K9-triméthyl. Et puisqu'ici, on est en présence de modifications d'histone qui sont antagonistes, on a voulu en fait savoir si on était en présence d'une chromatine qui était doublement modifiée, comme il peut y avoir au promoteur bivalent, ou avons-nous simplement des allèles qui sont régulés de façon asymétrique, ou sommes-nous en présence d'une population hétérogène de cellules. Donc pour cela, on a utilisé un outil qui s'appelle le CIDOP. Donc en fait, c'est une expérience qui est similaire au chip, sauf qu'on va remplacer notre anticorps par une protéine recombinante. Et cette protéine recombinante est capable de fixer via un domaine le K9-triméthyl et via un autre domaine du K36 di et triméthyl. Et elle ne peut fixer que les nucléosomes qui sont doublement modifiés, puisque l'interaction d'une seule modification d'histone en fait n'est pas stable et sera éliminée au cours de l'expérience. Donc on a incubé cette protéine recombinante avec des mononucléosomes. On voit qu'elle est capable de précipiter des mononucléosomes et que ces mononucléosomes possèdent à la fois la modification K9-triméthyl et K36-triméthyl. De ce fait, ici, via cette protéine recombinante, on peut purifier les nucléosomes doublement modifiés et donc on a copurifié l'ADN qui était associé. Et ceci nous a permis de voir qu'en fait, si on prenait des régions K9 pures, donc c'est-à-dire qui ont que du K9 et pas du K36, et de même pour les régions K36 pures, elles ont que du K36 et pas du K9-triméthyl, on voit qu'il n'y a pas d'enrichissement en signal de CIDOP. Le signal de CIDOP est uniquement enrichi au niveau de nos régions qu'on a préalablement identifiées comme ayant du K9-triméthyl et du K36-triméthyl. Et comme on peut le voir sur le browser, on voit bien que c'est là où nous avions la colocalisation et la cohabitation des deux modifications d'histone qu'on a un enrichissement en signal de CIDOP. Donc ici, en fait, on a identifié une nouvelle chromatine qui était doublement modifiée à la fois pour K9 et à la fois pour K36. Puisque ce sont des modifications d'histone opposées, on a voulu savoir comment elles étaient mises en place et notamment quelles étaient les histones méthyltransférases qui venaient respectivement poser K9-triméthyl et K36-triméthyl. Et on a aussi voulu savoir si les modifications d'histone étaient indépendantes l'une de l'autre, comme on peut avoir au promoteur bivalent, c'est-à-dire est-ce que le maintien d'une marque est associé à la perte de l'autre marque ou sinon est-ce que les marques étaient interdépendantes. Pour cela, au laboratoire, donc, on possède des lignées cellulaires dans lesquelles on peut induire le KO7DB1, ce qui va entraîner la perte de K9-triméthyl sur les régions K9-triméthyl pures. Et en fait, on a utilisé cette lignée cellulaire inductive pour venir inactiver la seule histone méthyltransférase qui a été décrite comme étant capable de triméthyler K36 et qui s'appelle 7D2. Donc en fait, par CRISPR, on vient inactiver la protéine 7D2, donc on perd la protéine 7D2, ce qui conduit à une réduction drastique de K36-triméthyl. Et comme on peut le voir sur les gènes qui sont transcriptionnellement actifs, ici en noir dans le mutant 7D2, on perd totalement K36-triméthyl. Donc on a bien inactivé l'histone méthyltransférase qui en était responsable. De plus, on peut voir ici en rouge, dans le mutant 7DB1, qu'on a déjà une réduction de K36-triméthyl. Ce qui peut s'expliquer par le fait qu'on a une down-régulation de la protéine 7D2 dans cette lignée.
Donc, on a voulu savoir comment nos modifications d'histone se comportaient sur nos régions dans les différents mutants. On voit que l'inactivation de 7DB1 provoque la perte totale de K9-triméthyl, ce qui montre que 7DB1 appose directement K9-triméthyl. Et en ce qui concerne K36-triméthyl, donc dans le mutant 7DB1, on retrouve la réduction du signal K36, mais de façon très inattendue et surprenante dans le mutant 7D2, donc normalement où on n'a plus de K36-triméthyl, on voit que le signal de K36-triméthyl est maintenu. Et ceci est spécifique de nos régions, car si on compare avec des régions K36 pures, donc qui sont des régions présentes dans les gènes transcriptionnellement actifs, on voit qu'on perd totalement notre signal de K36-triméthyl dans le mutant 7D2 et que ce signal de K36-triméthyl est uniquement maintenu sur nos régions K9 et K36. Ceci suggère dans un premier temps que ces régions sont indépendantes de 7D2. Et en plus, on voit que c'est la double inactivation de 7DB1 dans ces lignées qui va provoquer la perte totale de K36-triméthyl. Donc, ceci suggère d'une part que K36-triméthyl est dépendant de 7DB1 et de plus, on voit que les deux marques sont interconnectées car la perte de l'une est associée avec la perte de l'autre marque et le maintien d'une des marques est associé au maintien de l'autre marque. Donc ici, on a montré qu'on n'avait pas une chromatine qui était bivalente, mais une chromatine que l'on définit comme duale, double, car elle a une double identité. Elle est à la fois enrichie en K9-triméthyl et en K36-triméthyl, et ces deux modifications d'histone sont interconnectées l'une à l'autre. Donc, puisqu'en fait K36 est dépendant de 7DB1, on a voulu savoir comment elle était triméthylée au niveau de nos régions. Donc en fait, ça ne peut pas être 7DB1 qui fait cette triméthylation parce qu'il a été démontré depuis de nombreuses années que 7DB1 avait uniquement une activité histone méthyltransférase spécifique de la lysine 9 et pas du tout de la lysine K36. Donc on a pensé que ceci voulait dire qu'on avait en fait une autre histone méthyltransférase qui déposait K36 triméthyl. Donc puisque ce n'est pas 7D2 qui dépose K36 triméthyl sur nos régions, on a regardé les autres histones méthyltransférases de K36 dans le génome des mammifères. Et il y a une famille qui s'appelle la NSD family, qui est composée de 3 isoformes, qui est capable de faire de la mono- et de la diméthylation de K36 triméthyl. Et on voit que, en fait, lorsqu'on vient dépléter ces isoformes par siRNA, on voit que ça induit une réduction de K36-triméthyl spécifiquement au niveau de nos régions K9 et K36-triméthyl. Ceci suggère ici que K36-triméthyl est déposé par la NSD family et ça suggère aussi qu'on a mis en évidence dans les mouse embryonic stem cells une autre histone méthyltransférase différente de cette D2 qui est capable de faire de la triméthylation de K36. Donc maintenant qu'on a caractérisé comment étaient mis en place ces domaines et comment ils étaient régulés, on a voulu savoir quelle était leur fonction dans les mouse embryonic stem cells et quelle était leur fonction au niveau du maintien de l'identité cellulaire. Donc, comme je vous l'ai dit, en absence de cette DB1, donc on a de très nombreux gènes qui sont up-régulés, mais seulement une faible fraction, 8%, sont des cibles directes de cette DB1. Le reste est des cibles indirectes de cette DB1 et donc on a voulu savoir si en fait nos régions K9 et K36 triméthyl étaient là pour les réguler. Donc ce n'est pas le cas, car on voit que parmi les gènes up-régulés, seulement 10% de ces gènes possèdent un domaine K9 et K36. De plus, nous avons mis en évidence que ces régions étaient à peu près présentes sur 1223 gènes, et parmi ces 1223 gènes, uniquement 90 sont up-régulés en absence de cette DB1. En fait, on voit que ces gènes n'ont pas de variation d'expression en absence de cette DB1, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas up-régulés et leur expression ne change pas. Ceci suggère en fait que nos régions K9 et K36 n'est pas là pour réguler l'expression des gènes sur lesquels ils se trouvent. Toujours en cherchant à comprendre la fonction de cette chromatine, en fait, on s'est intéressé à la transcription locale de ces régions, car comme je vous l'ai dit, en fait, on a identifié cette hétérochromatine au télomère et quand on déstabilise l'hétérochromatine des télomères, on voit une accumulation de petits ARN.
Donc nous, ici, on a fait une sonde de Northern qui permettait de suivre la transcription uniquement au niveau des régions K9 et K36. Et on a aussi fait une sonde de Northern en fait, qui permet de détecter la transcription du gène. Donc via cette sonde, on voit que en absence de cette DB1, on n'a pas de variation d'expression du gène, ce qui confirme nos résultats de RNA-seq. Et on voit que si on utilise la sonde qui permet de voir la transcription au niveau des régions K9 et K36, on a une accumulation des ARN en absence de cette DB1, ce qui suggère qu'on gagne de la transcription. Cette transcription, en fait, ne va pas résulter de la réactivation d'un promoteur alternatif, car par Northern blot, on ne voit pas de nouvelles bandes apparaître, ce qui suggérerait qu'on ait des nouveaux isoformes. Donc ici, on n'a pas de réactivation d'un promoteur alternatif, mais on a bien une accumulation d'une transcription locale d'ARN. Et cette transcription, en plus, elle est bidirectionnelle, car en fait, par RNSN, on voit que cette transcription qui est gagnée, elle est en même temps gagnée en sens et en antisens. Ce qui suggère qu'en fait, nos régions K9-triméthyl et K36-triméthyl sont là en fait pour venir réprimer une transcription bidirectionnelle dans nos stem cells de souris. Donc par la suite, en fait, on a essayé de caractériser la transcription qui était associée et les changements chromatiniens qui étaient associés au niveau de ces régions. Donc on a regardé différentes modifications d'histones et différents facteurs protéiques. Et on voit que sur ces domaines, dans la condition wild type, hormis avoir du K9 et du K36 triméthyl, il n'y a pas de signature chromatinienne spécifique. Et en fait, c'est la perte de cette DB1 et la déstabilisation de ces régions qui va provoquer un changement chromatinien important. Et ce changement chromatinien important est vraiment similaire à ce que l'on trouve au niveau des enhancers. C'est-à-dire que nous gagnons les modifications d'histones typiques des enhancers, K27-acétyl, K4-monométhyl. On gagne aussi, comme je vous l'ai dit, de la transcription bidirectionnelle et on a aussi des complexes protéiques vraiment typiques des enhancers qui sont ici le médiator. Donc ici, ça suggère que nos régions K9, K36 est là pour réprimer des enhancers putatifs. Et en effet, si on regarde l'accessibilité à l'ADN, on voit que dans le wild type, on a une conformation fermée, donc réprimée de l'ADN, et en absence de cette DB1, on vient ouvrir l'ADN, on gagne une accessibilité à l'ADN, ce qui montre qu'on vient activer des enhancers putatifs. Amandine, 3 minutes. Oui. Donc ici, on montre que en fait, nos régions K9 et K36 sont là pour réprimer des enhancers putatifs, mais il faut qu'on montre fonctionnellement que ces régions sont des vrais enhancers. Car un enhancer, ça ne se définit pas uniquement par son état de chromatine, mais sa définition première et sa fonction première d'un enhancer, c'est d'aller activer la transcription à distance d'un gène. Donc nous avons utilisé un gène rapporteur qui est ici la luciférase et nous avons cloné en fait dans ce plasmide la séquence d'ADN qui était réprimée à la base par nos régions K9 et K36 triméthyl pour voir si cette séquence était capable d'induire la transcription du gène à distance. Donc, pour cela, on a transfecté les différentes constructions et on a quantifié le signal de luciférase après 2 jours de transfection. On voit qu'au niveau de notre plasmide contrôle qui possède un enhancer, on est capable d'induire l'expression de la luciférase. Si nous clonons uniquement des régions K9 triméthyl ou K36 triméthyl, on voit qu'il n'y a pas d'expression qui est induite et même ce niveau d'expression est sous le niveau basal du promoteur. Mais si on clone l'ADN qui est régulé par nos régions K9 triméthyl et K36 triméthyl, là, on arrive à induire l'expression de la luciférase et ce niveau d'expression est similaire à ce que l'on trouve aux enhancers. Ceci suggère ici que les séquences régulées par nos régions K9 et K36 sont bien des enhancers fonctionnels et donc que nos domaines dual K9 et K36 sont là pour réprimer des enhancers fonctionnels dans les mouse embryonic stem cells. Puisque en fait, là, on est en conformation répressive, on a voulu savoir si ces régions devenaient des enhancers actifs dans les cellules différenciées. Pour cela, en fait, on a téléchargé les types secs de K27 acétyl dans différents tissus cellulaires et on a regardé l'enrichissement de K27 acétyl au niveau de nos 400 meilleurs domaines K9 et K36.
on peut voir que nos domaines peuvent devenir en fait des enhancers communs à différents tissus cellulaires ou seulement, comme ici au niveau du cerveau, impliqués dans un type de tissu spécifique, ou encore de façon beaucoup plus intéressante, ça peut devenir des enhancers tissus spécifiques. Par exemple, ceux-là, ils ne sont présents qu'au niveau du foie. Donc ceci suggère en fait que nos régions K9 et K36 sont là pour réprimer des enhancers qui peuvent devenir des enhancers actifs dans les cellules différenciées. Donc ici, à travers ma présentation, je vous ai montré qu'on avait identifié un nouveau type d'hétérochromatine qui était pleinement dépendant de 7-DB1. Cette hétérochromatine est à la fois enrichie en K9-triméthyl et K36-triméthyl. Elle ne semble pas du tout agir par le mécanisme classique de l'hétérochromatine, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas d'effet de position, mais à la place, elle va venir aller agir directement sur les séquences régulatrices du génome en venant réprimer des enhancers, et ceci semble être important pour le processus de différenciation cellulaire et de développement, car ces enhancers peuvent devenir actifs dans les cellules différenciées. Donc pour finir, je voudrais remercier l'ensemble de mon laboratoire, mon supervisor Jérôme Desjardins, Lucas Ducrot qui a fait la majeure partie des analyses bioinformatiques que je vous ai montrées aujourd'hui, Sandrine Sauzet qui m'a aidé pour le Luciférase essai, Andrew Hadfield qui travaille dans le même institut que nous qui m'a aidé pour mettre en place les manips de séquençage, notre plateforme de séquençage, nos financements et vous pour votre attention, et je prendrai bien volontiers vos questions. Merci Amandine. Donc, alors, Cédric, tu es là? Oui. Oui, super tôt. J'ai une question. En fait, c'était pour moi, la marque H3K36, de ce que je savais sur la levure, c'était bien que ça soit associé à l'élongation, c'était quand même une marque qui pouvait être considérée comme répressive parce qu'elle elle recrutait une déacétylase qui permettait justement d'empêcher un turnover trop important des nucléosomes au sein des gènes et donc limiter la transcription cryptique. C'était quand même une marque. Oui, Et est-ce que vous, dans ce cas-là, ce ne serait pas justement le fait qu'il y ait les deux, est-ce qu'il n'y aurait pas justement le même type de recrutement d'une déacétylase? Je veux dire, pour le mode de répression, est-ce que… Ah oui, je vois. Oui, en effet. Alors en fait, oui, ça pourrait venir recruter une déacétylase pour venir maintenir par exemple la lysine de K27 désacétylée, parce que la lysine de K27 désacétylée, ça montre vraiment l'activation des enhancers. Mais aussi, K36-triméthyl est reconnu par les DNMT, donc les DNA-méthyltransférases. Donc, on pense que ça aide aussi à mettre de la méthylation sur l'ADN pour, par exemple, empêcher les facteurs de transcription de se fixer dessus ou encore empêcher CTCF de se fixer dessus. Parce que là, je ne vous l'ai pas montré, mais au niveau de ces domaines aussi, quand on les déstabilise, en fait, on gagne les CTCF. Donc, on pense que ça va faire du DNA looping pour aller contacter les promoteurs. D'accord. Et est-ce que vous avez regardé HP1? Non, pas du tout. C'est vrai qu'on n'a pas regardé HP1, mais normalement, c'est une hétérochromatine. Cette hétérochromatine est vraiment similaire de ce qu'on a au télomère. Et au télomère, il y a K9-triméthyl, HP1, et on retrouve tous les cofacteurs de l'hétérochromatine, on va dire classique. D'accord. Puis une dernière question rapidement. On ne peut pas avoir les deux marques sur la même, sur la même queue d'histone? Ça, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est la même queue d'histone qui est modifiée ou si c'est asymétrique. Et du coup, on a envoyé ces histones en fait à la MassSpec pour qu'ils nous disent ça, mais pour le moment, on ne peut pas dire si c'est la même queue qui est modifiée ou pas. On sait juste que c'est sur le même nucléosome. D'accord, super. Merci. De rien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est un mécanisme de régulation général? Non, en fait, vraiment, en fait, à la base, l'hétérochromatine, historiquement, ça a été montré comme, en fait, elle régule les gènes en s'étalant, et en fait, en s'étalant, elle va venir co-réprimer. Et vraiment, le fait que ça agisse directement sur les enhancers en les ciblant directement et en réprimant directement, ça, c'est vraiment tout nouveau, en fait. Mais c'est nouveau, mais ça pourrait être assez général, c'est ça la question. Ah, après, oui, en fait, donc là, on est dans les stem cells de souris et on est en train de regarder aussi dans d'autres types cellulaires pour voir si on retrouve ces domaines K9 et K36, pour voir s'ils vont, par exemple, dans une cellule du muscle,
si ça va venir réprimer les enhancers des neurones qui ont été caractérisés comme étant dans les neurones. Donc ça, on est en train de faire l'analyse là pour vérifier ça. D'accord. Je vais prendre une question de David et puis après Geneviève. Oui, bonjour. J'avais une question sur la cinétique de mise en place de ces modifications d'histone. Est-ce qu'on sait si c'est H3K9 triméthyl qui arrive en premier ou si c'est H3K36? Alors, on ne sait pas trop. Moi, je dirais que c'est plutôt 7DB1 qui arrive en premier. Parce qu'en fait, ouais, je pense que c'est plutôt 7DB1 qui arrive en premier parce que, par exemple, dans le mutant 7D2, il reste un peu de K36-triméthyl et il faut vraiment perdre 7DB1 pour abolir ce K36-triméthyl. Donc, je penserais que c'est 7DB1 qui dépose K9-triméthyl et par un mécanisme qu'on ne sait pas encore, ça aide à recruter NSD qui va aussi apposer K36-triméthyl. Mais pour le moment, oui, la cinétique, on ne la connaît pas trop. Merci. Geneviève. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, pour rebondir sur l'idée qu'en fait, c'est un mécanisme qui est vraiment dépendant uniquement de l'enhancer que tu décris, est-ce que vous avez essayé d'examiner si vous avez plus de ces éléments-là en compartiment A ou B, pour voir si vraiment c'est totalement homogène sur le génome? Alors, en fait, on a fait du IC, donc dans le Y-type et dans le KO7DB1, mais on n'a pas, on sait juste que bon, la perte de 7DB1, ça ne modifie pas l'état et tout ça, mais on n'a pas vraiment regardé où ça se localisait. Juste, on sait que dans les cellules humaines, en fait, il a été montré, donc dans le compartiment B, c'est l'hétérochromatine, et il y a plein de tout petits compartiments. Et en fait, cette hétérochromatine serait vraiment enrichie dans le compartiment B4. Donc, c'est un compartiment à la fois enrichi en K9-triméthyl et en K36-triméthyl. Mais c'est vrai que nous, pour le moment, on n'a pas encore regardé vraiment si c'est plutôt dans le A ou dans le B. Enfin, Quand tu nous parles de B4, là, c'est à quel sujet? J'ai cru que c'était justement pour tes éléments. Je m'excuse, j'ai pas compris. En fait, donc nous, on n'a pas regardé vraiment dans nos cellules à nous, mais en fait, dans les cellules humaines, il a été montré que donc au niveau du génome, on avait le compartiment B qui était la chromatine répressive, on va dire, et dans ce compartiment, on a différents sous-compartiments, on peut voilà, dire. qui est différent selon les modifications d'histone qui sont associées. Et en fait, il y a un compartiment B4 qui est spécifiquement enrichi en K9-triméthyl et aussi en K36-triméthyl. Donc, qui correspondrait en fait voilà, ça correspondrait à ce que vous avez décrit. Oui, voilà. c'est ça. Et qui donc serait classé B malgré tout. Oui, 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 oui. Voilà. Donc en fait, ça serait quand même, et sans doute que l'action serait quand même favorisée globalement dans le compartiment B, à savoir que si vous transposiez ces éléments ailleurs, il y aurait des chances qu'ils ne marcheraient pas. Peut-être, oui, c'est un truc qu'on peut tester. C'était un peu ce que disait Cédric aussi. Voilà, merci. Voilà. Okay.